Salut à tous, salut à toutes. Pendant plus de 30 ans, j'ai interviewé les plus grands athlètes pour France Télévisions. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de retourner à l'origine, de retourner à la base, là où se construit le sport, là où se construisent les histoires des hommes et des femmes dites ordinaires, mais qui réalisent des choses extraordinaires et dont les témoignages sont particulièrement inspirants. Alors évidemment, leur cœur est quelquefois lourd, les valises qu'ils portent sont également très lourdes à porter, mais peu importe, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils témoignent, eh bien nous donne envie d'aller plus loin, nous donne envie de leur ressembler peut-être, nous donne envie de repousser nos limites. Et c'est exactement l'objectif de ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Radio Montel, le podcast. Et l'abandon, c'était pas une option. J'étais en mission, quoi. Donc, il fallait que j'aille au bout. D'abord parce que c'était un engagement tel de préparation en amont. Ensuite, parce que c'est une nature. Ensuite, parce que dans mon histoire familiale, abandonner, c'est aussi possiblement perdre la vie, quoi. Nicolas Ngo, 44 ans, aventurier, coach, explorateur. Après avoir participé à une expérience scientifique relative au comportement humain, confronté à des situations extrêmes, il a rédigé un manuel de sagesse existentielle. Comment gérer au mieux les 30 000 jours que nous promet la vie. Nicolas Ngo, 44 ans. Ouais. Écoute, c'est le bel âge, j'ai envie de dire. C'est un âge où on est au sommet de son potentiel et en même temps, l'avenir est radieux. Donc, normalement, tu dois être quelqu'un de profondément heureux, là. Écoute, j'espère que l'avenir est radieux. En tout cas, oui. En tout cas, tu as du temps. Ouais, je suis très sensible à cette question de potentiel parce que je crois qu'on peut le développer à tout âge d'une certaine manière. Et aujourd'hui, c'est aussi un petit peu mon métier d'accompagner le développement des potentiels des personnes que j'accompagne en tant que coach, en tant que guide de voyage, en tant qu'explorateur. Et du coup, d'aventurier. Et d'aventurier, voilà, explorateur, C'est aventurier. marrant parce que coach passe avant aventurier aujourd'hui. Et écoute, pour moi, c'est deux facettes de mon identité, mais qui convergent. C'est-à-dire que tu vois, quand on s'est rencontrés à Il faut dire la vérité, on s'est rencontrés dans un aéroport. À Ouarzazate. Voilà, ça rentre pas. Et je rentrais d'un trek que j'ai guidé dans le Sahara. Et toi, tu rentrais, il me semble, de couvrir le grand trail de la vallée du Drap. Exactement. Et du coup, voilà, moi j'ai l'impression d'avoir grandi avec ta voix dans les oreilles parce que Mais on n'est pas venu pour parler de moi là. Fan d'athlétisme. Mais du coup, oui, c'est, tu vois, moi ça converge, c'est-à-dire qu'en fait les voyages que j'accompagne maintenant, c'est ils combinent finalement le voyage géographique, l'exploration géographique avec l'exploration intérieure. Donc le coaching pour moi, c'est presque l'autre face de la pièce du voyage parce que le déplacement dans l'espace pour moi, c'est aussi une façon de voyager intérieurement. Est-ce que c'est pas quelque part transmettre ce que tu as appris en fait? C'est aussi parce qu'effectivement, je me sens privilégié d'avoir vécu des expériences exceptionnelles en expédition. Dont on va parler. Ouais. Mais ce qui m'a attiré vraiment, c'est, bon, j'ai sous les yeux ton bouquin, Comment faire de sa vie une aventure, petit traité de sagesse existentielle. Et dans ta biographie ou dans le résumé du livre, on présente la vie comme une succession de 30 000 jours, Oui. ce qui peut paraître énorme, mais en même temps ce qui peut paraître très peu. Et toi, tu proposes en fait de gérer au mieux ces 30 000 jours, de les gérer en fonction de la personne elle-même, de son ressenti, de ce qu'elle est en réalité, peut-être ce qu'elle a peur de découvrir aussi. En réalité, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose devant lequel on est tout à fait égaux, tous autant qu'on est. On a un laps de temps fini qui nous a imparti, qui nous est donné de vivre et c'est une chance, c'est une grâce, voilà et j'ai l'impression qu'en fait, c'est notre mission la plus essentielle que de potentialiser justement ce laps de temps qui nous est donné à vivre. Et comment on le potentialise selon moi? En lui donnant du sens, non pas en ajoutant du temps à la vie, mais en ajoutant de la vie aux jours qui nous sont donnés de vivre. Et ça suppose de cultiver la joie, cultiver l'enthousiasme, la passion. Et je crois que c'est ce que tu fais très bien dans tes activités. Et moi, ce que j'essaye aussi à ma mesure de faire dans les voyages que j'accompagne, que je propose,
dans les accompagnements que je propose, parce qu'il me semble que c'est ça aujourd'hui qui est essentiel et on a cruellement besoin de ça, de sens en fait, de mettre du sens dans nos vies. Oui, sauf que chacun est différent, Ouais, chacun a bien des sûr, attentes heureusement. différentes, heureusement, bien sûr. Alors comment tu fais? Quand tu as un groupe autour de toi, comment tu fais pour, fédérer? Est-ce qu'il y a un minimum commun ou est-ce que tu prends du temps avec chacun pour examiner, ce que chacun, a au fond de lui? Alors il y a les 2 dimensions. Il y a une dimension effectivement individuelle, qui est propice quand on fait un trek comme ça dans le désert parce que chacun marche à son rythme. Le groupe s'étire un petit peu et donc il y a des moments un peu privilégiés de conversation et de coaching en one to one, tu vois? Et qui permet justement, d'adresser un certain nombre de, problématiques, de thématiques, de sujets personnels et en même temps, c'est vrai que mon job aussi, c'est de coacher des collectifs et des groupes et des équipes et enfin, tu le sais bien, tu connais le sport mieux que moi. Une équipe, c'est plus que la somme de ses individus Au combien? et c'est exactement là que se loge l'intelligence collective et tu vois, on a vécu des choses dans le désert exceptionnelles parce que, finalement, il y a eu quelque chose, une sorte de liant, plus qu'un ciment social, un liant, une intelligence collective qui se met à relier les gens entre eux Mais et c'est pas au détriment de cette fameuse sagesse existentielle qui nous appartient en propre? je crois pas, parce que justement, il me semble que, si chacun contribue à la mesure de sa singularité et ben, finalement, chacun contribue à un groupe qui à la fois dans lequel il se retrouve et en même temps, le groupe peut lui apporter des choses et c'est là où je trouve, il y a, une vertu à voyager, ensemble, en collectif, parce que parfois, la personne, qu'on vient de rencontrer, elle va nous dire quelque chose qui va nous bouleverser ou, que la personne avec qui on vit, nous aurait jamais dit et donc c'est ça aussi l'intérêt de voyager en collectif. Mais tu peux pas exclure dans un groupe, des blocages, par exemple? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, moi, je coach aussi des collectifs, dans le milieu professionnel où il y a souvent des conflits, hein, tu sais bien. Du coup, c'est vrai que des blocages, ça arrive, ça existe et souvent, pour les débloquer, ça suppose, de montrer que, en fait, c'est pas que les 2 points de vue sont irréconciliables, mais plutôt que, chacun a son point de vue et une certaine vision du monde et une petite portion de la réalité et que souvent, la vérité est un peu à mi-chemin entre les 2 et donc c'est inviter chacun à faire un pas, Vers l'autre. vers l'autre, ouais. Alors toi, tu as eu plusieurs vies apparemment, Oui, c'est heu, ça. hein, il y a eu la vie d'avant, Ouais. qui est une vie, d'un garçon, comment dire, rangé, sérieux, comment tu pourrais te définir dans cette première vie? Écoute, ma première vie, probablement, ouais, une vie assez, je sais pas si c'est conventionnelle, mais en tout cas une vie, d'un Bien bon élève. réglé en tout cas. Ouais, de quelqu'un qui a fait des études, qui a bien réussi, qui s'est bien adapté à ce qu'on attendait de lui ou en tout cas ce que je croyais qu'on attendait de moi et qui m'a amené jusqu'à, tu vois, diriger un département, au ministère de la Recherche pour faire du lien entre les chercheurs et les citoyens. Il y avait déjà cette idée de faire du lien quand même. Ouais, la médiation, c'est-à-dire, ouais, le lien. Moi, je suis un passeur de savoir, je suis un passeur de sens. J'adore le dialogue des cultures, aussi parce que je suis d'origine franco-vietnamienne, je suis né au Maroc, donc tout ça fait que j'ai eu un peu dans le biberon l'appel de l'horizon. Et du coup, cette première vie, à la fois, elle m'a permis de cocher tout un tas de cases, qui m'ont permis de me construire, tu vois? Une sorte de réussite sociale, et cetera, un certain confort, matériel. Mais en même temps, au fond de moi, j'avais cet appel, de l'ailleurs, de l'horizon, de l'aventure et je le nourrissais à travers des lectures, à travers des rêves, mais un jour, j'ai eu envie vraiment de passer à l'action. Et tes parents là-dedans, est-ce qu'ils étaient plutôt pour, t'inciter justement à faire ce lien sérieux entre les gens? Ou est-ce que ce côté aventureux, il était présent aussi chez eux? Écoute, je crois que, ils m'ont plutôt incité à suivre une voie, quand même un peu rassurante pour des parents, c'est normal et en même temps, je dois dire quand même que, eux-mêmes ont eu un destin qui est pas banal puisque, mon père, tu vois, il est arrivé en France à l'âge de 17-18 ans Du Vietnam? du Vietnam. Voilà, c'est un changement de vie qui est À pas une période où banal. le Vietnam, c'était compliqué, c'est ça? Bah, absolument, pour fuir la guerre et les conflits donc s'adapter en France, devenir, Sans parler un mot de français, alors il parlait français
il est devenu professeur de français même, tu vois? Donc Mmh. c'est quand même une sacrée performance et voilà, c'est aussi Mais un toi, tu passé es né au négatif. Maroc. Et moi, je suis né au Maroc parce que, il se trouve qu'ils ont enseigné, au Maroc tous les 2 et bah, tu vois, ça aussi, ça a été un voyage finalement pour eux, une sorte pas d'échappatoire en fait, ils sont allés vers leur destin. Mais moi, je suis né là-bas et j'y ai vécu de 0 à 5 ans. Ce qui fait que, bah, quand j'y retourne, ça a beaucoup de sens parce que c'est aussi là que tout a commencé pour moi. Et donc cette deuxième vie, ça te tombe dessus, comme ça à l'improviste, cette sélection, cette, volonté d'aller, participer à une expérience scientifique, hors norme? Alors pas tout à fait par hasard parce qu'en réalité, je m'étais inscrit à une newsletter, tu vois? Comme on en voit passer souvent et puis, dans le premier numéro que je vois passer, je vois une conférence, une invitation à une conférence donc j'y vais, ça c'est à la Société des explorateurs français. Donc c'est une auguste société qui a été créée en 1937 qui rassemble la fine fleur de tous les explorateurs, voilà qui dédient leur vie à l'esprit d'exploration et d'aventure et aujourd'hui je suis hyper heureux parce que j'en fais partie. Oui, j'imagine. Mais tu vois, à l'époque, ça me faisait complètement rêver. Donc je suis là, boulevard Saint-Germain dans l'amphithéâtre, avec le bois là comme ça. C'est imprégné de toute une tradition, de toute une, histoire aussi de l'exploration. Oui, il y a une odeur là. Ouais, très particulière Ouais. et donc bah, il faut se dire que c'est Paul-Émile Victor, c'est Ella Maillard, c'est, tu vois, le commandant Cousteau, aujourd'hui des gens comme Thomas Pesquet, ils sont dans cette société des explorateurs français et donc et j'assiste à une conférence d'un explorateur franco-suisse qui s'appelle Christian Clot et qui annonce qu'il va, partir explorer les 4 milieux les plus extrêmes de la planète. À l'époque, c'était 4. D'abord en solitaire et puis ensuite, en groupe de paritaire mixte, 20 personnes, 10 femmes et 10 hommes, pour tester les capacités d'adaptation humaine, face au climat du futur. Et donc, à ce moment-là, tu vois, j'ai comme cette espèce de fulgurance qui me tombe dessus, où j'ai une sorte de révélation de, en fait, je vais en faire partie. Et Il je faut que j'y sois. il faut que j'y sois, mais c'est plus que faut que j'y sois. Il faut que je tente ma chance, bien sûr, mais j'ai une sorte de certitude que ça combine tellement tout ce que j'aime, c'est-à-dire, bah, la science, le partage avec la société, l'aventure, le voyage, que, en réalité, je me dis, «C'est fait pour moi», quoi. C'est un peu la définition du coup de foudre, ça. C'est presque ça. C'est, un coup de foudre pour un projet qui avait beaucoup de sens. Mais est-ce que c'était la qualité de narration de Christian Clot ou c'était, au-delà de ce qu'il racontait, les perspectives possibles justement? Alors c'était les 2, je pense. C'est à la fois, un orateur absolument brillant, un projet qui a beaucoup de sens, qui résonnait avec mes préoccupations et puis évidemment la perspective de, bah, finalement de vivre mes rêves, et peut-être de remplir, tu vois, cette dimension qui me manquait dans mon précédent travail qui était, bah, cette dimension un peu plus aventureuse liée au voyage et aussi à la réalisation de mon propre potentiel. Et du coup, j'avais pas anticipé complètement tous les changements que ça allait engendrer, mais je me suis dit: «Ça vaut le coup». Donc j'ai tenté ma chance. Alors il s'agissait donc d'explorer, 3 milieux extrêmes et comment se passe la candidature? Comment on fait pour être, retenu? Parce que j'imagine que tu n'étais pas le seul sur la liste? Non, on était, plus de 1 500 personnes à avoir, candidaté. Il y a eu 2 ans de sélection et donc à chaque étape, si tu veux, j'ai vraiment eu l'impression de vivre mon rêve d'enfant qui était, de devenir astronaute, tu vois? Donc il y a à chaque fois une Alors c'est restriction, quoi? C'est des critères physiques? C'est des ouais. critères intellectuels? C'est Les 2. Alors, au tout début, c'est assez, basique si j'ose dire. Tu as une lettre, un CV et puis plus ça va, plus ça devient, exigeant. Bien sûr, il y a des tests qui sont d'ordre physique. Ensuite, il y a des tests qui sont d'ordre physiologique, des tests d'inclusion médicale, parce qu'il fallait quand même être en bonne santé, il fallait être droitier, il fallait pas avoir de tatouage. Enfin bref, il y avait tout un tas de et puis plus ça allait et plus les tests étaient exigeants et puis ensuite les derniers tests, c'était des tests aussi, d'évaluation sur le terrain pour voir, bah, comment on se comportait quand, on est privé de sommeil, privé de nourriture, quand on doit porter lourd, quand on est soumis à l'aléa constamment et ça en réalité, c'est ça qui finalement m'a le plus, formé pendant les, 2 ans de sélection et ensuite 4 ans de préparation avant le départ et donc le projet, tu vois, il aura duré finalement 1 an sur le terrain, un peu moins d'1 an, mais il a pris 7 ans dans ma vie parce qu'il y a eu, ces 6 années préparatoires qui ont été finalement, bouleversantes en termes d'apprentissage, de transformation intérieure et oui, c'est aussi ça qu'aujourd'hui j'ai envie de transmettre parce que, j'ai l'impression d'avoir étendu considérablement ma zone de confort et puis de ce que je sais faire aujourd'hui. à aucun moment, parce que c'est extrêmement long Ouais, et qu'il t'est arrivé d'autres choses dans ta vie, oui. à aucun moment tu t'es dit: «Non, je laisse tomber»?
À plein de moments. Ah, et c'est aussi ça que j'ai envie peut-être de transmettre aujourd'hui, c'est que je crois que c'est important de tenir bon sur son rêve. C'est important aussi de ne pas être prisonnier de son rêve, parce que parfois on est tellement engagé qu'on n'arrive plus à renoncer. Mais quand il y a quelque chose qui a vraiment du sens, qui vibre, qui procure de la joie en soi, ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Et moi, j'ai eu plusieurs fois des doutes aussi que d'autres personnes te renvoient, parce que tu vois, au bout de 6 ans, tu te dis: «Hey, ça ne partira jamais ton truc là, c'est un On doux vous avait rêve». prévenu que ça allait durer aussi longtemps? Non, pas du tout, parce Mmh. que c'était pas du tout censé durer aussi longtemps. Il y a tous les aléas qui sont liés au conflit géopolitique. Il y a la Covid qui est tombée par là. Et tu vois, il y a eu toute une reconfiguration des destinations qui a eu lieu. Parce qu'en fait, au départ, on devait partir au Brésil, et puis finalement, on est parti en Amazonie, mais en Guyane. On devait partir en Sibérie orientale, et finalement, on est parti en Laponie finlandaise. On devait partir dans le Dashtaulut en Iran. Finalement, on est parti dans le désert du Nefoud en Arabie Saoudite. À chaque fois, il s'agissait d'aller vers des milieux extrêmes, soit extrêmement humides, soit extrêmement froids, soit extrêmement chauds. Mais où il n'y avait pas de tension géopolitique qui aurait remis le projet, en question? Voilà, enfin l'idée c'était quand même essayer d'éviter le plus possible des comment dire, le danger lié à une dimension géopolitique, à des enlèvements, à des prises d'otages, et des choses comme ça qui peuvent arriver dans certains territoires, et avec on le sait bien, des évolutions géopolitiques qui peuvent être très rapides. Et donc tout ça, ça suppose là aussi de s'adapter et de reconfigurer en temps réel. Et donc ça c'est aussi un apprentissage, parce que parfois ça peut être une source de déception. Tu sais, quand tu es sur le point de partir, combien de fois on a été sur le point de partir et finalement on a dû reconfigurer tout ça. Alors donc, la décision de partir, elle intervient quand? Alors la décision, le fait que tu sois qualifié et que vous allez partir pour une première aventure? Écoute, alors moi j'envoie ma candidature à l'été 2016. Je suis qualifié en 2018, donc 2 ans plus tard, et on part en 2022. Ah ouais. Donc tu vois, c'est quand même un grand moment, et les 3 expés en fait s'enchaînent avec un mois de récupération, si j'ose dire, entre Entre chaque. chaque expert. Ouais, de Alors 40 jours chacune, hein, donc c'est quand même, c'est qua lourd. c'est long, 40, c'est un peu plus de 6 semaines. On a le temps dans ces milieux-là, sachant qu'au bout de 2-3 jours, tu commences déjà à sentir l'inconfort. Ouais, tu commences à te dire, «Qu'est-ce que je fous là, quoi?» et Alors la première, c'est où alors? La première, c'est donc en Amazonie, donc équatoriale, dans la forêt guyanaise, à la confluence entre l'Aproague et la Mataronie. Donc là, on est au niveau du Cefeu, pour ceux qui connaissent, c'est le centre d'entraînement en forêt équatoriale qui est tenu par les légionnaires. Par la Légion, ouais, j'y suis allé, ouais. Voilà. Et donc c'est là qu'a lieu notamment le stage Jaguar. Et donc on a été formés par les légionnaires pour progresser en forêt, pour faire de la topo, pour savoir aussi quels sont les animaux à repérer, les traces et tout ça. Et donc heureusement qu'on a eu aussi cette semaine de préparation en amont vraiment spécifique, avec les plus grands experts mondiaux qui sont là, et au Brésil, mais là les armées du monde entier viennent se former là pour Vous étiez combien dans ce groupe alors? on était 20 personnes, 10 femmes, 10 hommes, et 26 à 52 ans au moment des sélections. D'accord. Donc il y avait une grande hétérogénéité, tu vois, sociale et culturelle, et niveau Est-ce que d'études, tout vous ça. connaissiez avant de partir? En fait, on s'est entraînés ensemble quand même pendant ces années de préparation. Donc on a fini par se connaître et à faire cohésion ensemble, ouais. Et là, par exemple, par rapport au groupe que tu coaches aujourd'hui, on retrouve les mêmes structures? Il y avait ce côté, liant qui s'était créé, sans trop de blocage? Écoute, il y en a eu sur le terrain nécessairement, parce qu'en fait, c'est des climats, des milieux qui provoquent tellement d'inconfort, tellement de peur aussi, que, en fait, les masques tombent très vite. Donc forcément, il peut y avoir des irritants, il peut y avoir des petits conflits, et cetera. Mais l'essentiel, je crois que c'est vraiment de pouvoir les nommer et de les réguler, alors pas au moment forcément de la crise, parce que là, tu as pas le temps, mais quand il y a un temps un peu plus calme, là oui, effectivement, c'est important de le réguler. Alors le stage Jaguar, Ouais. initié par la Légion, est-ce que c'est chacun, à part ou est-ce qu'on est déjà dans le collectif d'entrée de jeu? Alors nous, on l'a pas fait, hein, le stage Jaguar, parce que c'est vraiment un stage long, mais par contre, on est passé sur les items d'entraînement en quelque sorte que propose la Légion à cet endroit-là, et puis on a eu une formation un peu accélérée. Mais tout ça pour dire quand même que c'est effectivement
un endroit qui favorise, qui incite à la cohésion parce qu'en fait, pour progresser en groupe dans un milieu de ce type-là, il faut quand même s'entraider. Donc ça, c'est essentiel. Non, je te dis ça parce que, il y avait un des éléments de la formation de la Légion, c'était de laisser quelqu'un tout seul Ouais. dans la nuit, Ouais. dans la forêt. Évidemment, en le surveillant à Mmh. distance, mais regarder ses réactions par Mmh. rapport, aux dangers qui sont Ouais. tout autour. Est-ce que vous avez connu ça ou pas vous? Alors moi, je l'ai connu parce qu'au fin fond de la forêt, j'ai eu une nuit, quasiment initiatique parce que, en fait, il se trouve que j'ai eu des mycoses aux pieds, qui étaient très invalidantes, en fait, parce que, tu vois, t'as la peau qui devient purulente, t'as des plaies, donc c'est douloureux. Alors j'aurais pu marcher en réalité, mais, j'ai fait le choix de rester à cet endroit, dans mon hamac pour faire sécher les pieds pendant que le reste de l'équipage, a exploré un petit peu les alentours et est parti, explorer, 2 jours, autour du camp où on était basé. Et donc Donc tu là, es en fait, resté seul pendant pendant 48 heures. et 2 et nuits? ouais, je me souviens très bien que mon hamac, je l'avais posé, à côté d'un tronc, une vieille souche, ce qu'il faut surtout pas faire, en fait, j'ai vu là une des araignées les plus grosses de ma vie, c'est une Theraphosa blondie. Donc c'est vraiment, très impressionnant et en même temps, tu sens que tu es chez elle, tu es sur son territoire, donc ça impose à la fois l'humilité et puis, tu sens que tu es tout petit face à quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Et puis, à cet endroit-là aussi, il y a une anecdote un peu rigolote qui m'est arrivée. Il y avait des singes hurleurs et puis il y a aussi des singes araignées. C'est des singes qui vivent sur la canopée, qui sont très territoriaux et en fait, ils ont pas du tout aimé que je plante mon hamac, sous leur territoire. Ils m'ont envoyé des branches d'arbres et ils ont fait leurs excréments sur mon tarp, tu sais, la bâche qui protégeait mon hamac. Voilà, donc à la fois c'était, rigolo, en même temps c'était initiatique parce que se retrouver seul la nuit à cet endroit où tu entends tous les animaux mais tu en vois aucun, puis tu lèves un œil comme ça au milieu de la nuit, en fait, tu un scintillement de lucioles, tu as l'impression que c'est un feu d'artifice et puis à chaque heure de la nuit, il y a vraiment quelque chose qui se déclenche, des bruits d'animaux, c'est à la fois, ça donne le frisson et en même temps ça file les jetons et en même temps, j'ai eu l'impression de vivre un des plus beaux moments de ma vie, Ouais. Est-ce ouais. que dans ces moments-là, on arrive à surmonter la peur et l'angoisse pour découvrir une autre partie de soi-même, en fait? Ouais, c'est carrément ça. En fait, moi, ce que j'ai touché du doigt là, à cet endroit-là, c'est vraiment une connexion avec quelque chose d'un peu plus grand que moi. Il y a une magie, hein, dans la forêt, très clairement, avec laquelle il s'agit de communier parce qu'en fait, c'est aussi ça qui nourrit l'intuition de par là où il faut passer, heu, ou pas. Et parfois, tu sais pas vraiment le justifier rationnellement, mais tu sens que c'est ça qu'il faut faire. Et quand tu vois les locaux, ils sont très à l'écoute, de ces sensations subtiles. Et en fait, cette nuit-là et notamment la solitude, le silence, m'a connecté aussi à cette dimension, voilà, un peu mystérieuse, un peu magique, mais qui est très concrète et un peu abstraite à la fois. Tu as réussi à dormir quand même ou pas, Ouais, j'ai réussi à dormir, mais c'était, finalement presque une des plus belles nuits de ma vie, tu vois? Est-ce que tu as vécu, dans la solitude obligée puisque tu étais blessé, est-ce que tu penses que tu aurais vécu la même intensité si tu étais resté avec le groupe? Je pense pas parce que la solitude crée ça, la vulnérabilité crée ça, et puis, le fait de faire, un avec, la nature d'une certaine manière, dans le silence, relatif parce qu'il y a toujours du bruit en forêt, enfin des bruits d'animaux. C'est ça qui a favorisé probablement cette, connexion un peu, tu vois, presque transcendante, j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce que tu as appris d'autres choses lorsque tu as rejoint le groupe? Est-ce que les sensations étaient différentes, mais est-ce que l'apprentissage, a continué? Je crois que j'ai appris des choses à chaque instant de ces 3 expéditions. Mais là, on est sur la première. Le sur la première, bah, d'abord, c'est quand même bon de retrouver ses congénères, si j'ose dire, parce que, le fait de partager, des moments de joie aussi, ça fait partie, de ce genre d'expérience, ultime, j'ai envie de dire, parce que, tu vois, quand on rentre, moi, je me suis retrouvé face à quelque chose de quelque chose d'un peu d'indicible. C'était difficile de communiquer cette expérience qui avait été si forte. En revanche, les gens qui ont vécu la même expérience, bah, ils voient très bien ce que ça veut dire, heu, une nuit, en forêt et malgré l'humidité, malgré les moustiques, malgré, les bruits des animaux et cetera, il y a quelque chose qui nous lie du coup et qu'on partage. Est-ce qu'il y a des gens dans le groupe qui ont eu des moments
compliqués, qui ont eu des moments où ils ont craqué, où ils ont eu besoin des autres? C'est arrivé? Ou est-ce que tout le monde était suffisamment fort pour passer la première étape sans encombre? Non, je crois qu'il y a eu, tout le monde a eu des moments, plus ou moins bien, tu vois? Et ça, je crois que ça fait presque partie du contrat quand on part sur ce genre de projet. On sait qu'on peut craquer, on sait qu'on va craquer, possiblement et que, en fait, notre survie ou notre, réussite, ce collectif dépend de l'entraide et du soutien collectif. Donc ça a vraiment été une grande, à la fois une grande leçon, mais je le savais intellectuellement, c'est autre chose de le savoir, dans sa chair et de l'expérimenter. Donc il y a eu des moments où effectivement, tu vois, je pense à mon coéquipier Mehdi là, qui a eu des moments assez durs parce qu'il a eu des vers macaques. C'est des vers qui viennent sous la peau, tu vois, Ah qui ont d'accord. été pendus aussi sous son cuir chevelu. Enfin, il a ramené ça, en France, après la première expé, mais il a serré les dents, il est allé jusqu'au bout. Il y a eu, Il y a eu des abandons ou pas? alors en fait, on pouvait pas abandonner, hein, parce que c'était 40 jours et pas moyen d'exfiltration, donc la seule possibilité d'arrêter, c'était d'aller au bout et après éventuellement d'arrêter. Donc après le premier milieu, il y a eu effectivement, je crois 4 personnes qui ont arrêté. Qui ont dit: «Ça va, ça suffit», Ça quoi. suffit, voilà. Après le deuxième milieu aussi et puis, du coup le groupe s'est légèrement reconfiguré, tu vois? Est-ce que tu as constaté, des différences de comportement, de réaction entre les hommes et les femmes? Pas particulièrement. Je trouve que les femmes, alors peut-être aussi parce qu'il y a un biais de sélection, hein, mais les femmes se sont montrées particulièrement, impressionnantes, Pugnace? pugnaces, faisant preuve aussi de solidarité, d'intelligence dans les moments stratégiques. Hem J'ai envie de dire que parfois, tu sais, notre nature, de mâle fait il y a cette espèce de compétition, tu vois, qui se met en route, qui est pas forcément saine dans des milieux de ce type-là, où vraiment l'entraide est, prioritaire pour, faire groupe. Donc il y a tous ces trucs-là dont on a dû parler entre nous, tu vois, pour, faire collectif justement. Et non, moi j'ai pas senti vraiment de différence. Peut-être la seule différence, c'est en Laponie quand on était, moins 35°, tu vois? C'est vraiment dans un congèle, il fait -18. Donc à -35, tu commences sérieusement à te cailler. Là, pour le coup, j'ai l'impression que les femmes ont un peu plus souffert du froid que les hommes, peut-être pour des histoires de circulation aux extrémités, ce genre de choses. Ça, c'était la 2e épreuve, enfin la Ouais, c'est deuxième ça. expérience. Ouais. Est-ce que l'affect, est surdimensionné dans ces moments-là? Est-ce on a envie d'aller vers les autres, on a envie, peut-être même, de les toucher, Ouais, de les étreindre? Est-ce que ça sont des choses ouais. qui oui? Il y a des Enfin, clairement, on touche des états un peu modifiés de conscience, tu vois? Un peu comme, des athlètes qui qui passent la ligne d'arrivée, ils sont pas tout à fait, enfin, ils ont déverrouillé quelque chose, quoi. Et c'est assez mystérieux et en même temps, c'est fascinant et c'est vrai que dans des milieux de ce type-là, et particulièrement dans le froid où on a besoin en fait, on a envie de se serrer les uns aux autres parce que, pour la chaleur humaine et on a besoin de cette entraide pour être efficace en tant que groupe, encore une fois. Ben oui, ça crée cette, j'allais dire cette intimité, qui n'est pas forcément une intimité, Au sens où on l'entend, oui. voilà, mais en tout cas une proximité, une camaraderie, une fraternité, Une chaleur humaine. et une chaleur humaine qui est difficile à retrouver dans la vie de tous les jours, parce qu'on n'est pas dans ces conditions. Alors vous revenez de Guyane, il y a un arrêt de 40 jours, c'est ça? 30 jours, De voilà. 30 jours. Est-ce qu'il y a un débriefing pendant ce temps-là ou est-ce que vous êtes chacun, vous retournez à vos occupations, on vous dit rendez-vous tel jour pour la deuxième expérience? Il y a d'abord, une photographie, scientifique qui est faite à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière par, l'équipe de Human Adaptation Institute et Christian Clot et puis la quarantaine de chercheurs qui nous ont monitorés et puis ensuite effectivement, il y a toute la dimension logistique pour préparer, le départ suivant. Et puis il y a eu pas mal aussi de couverture médiatique, donc il y a eu pas mal de sollicitations presse et médias. Est-ce que vous avez déjà un retour sur ce que vous avez fait la 1re expérience avant de partir sur la seconde? Non, 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 parce qu'en fait, le temps de la science est beaucoup plus long que ça pour, rassembler les données, d'autant que c'était des chercheurs qui sont c'est des chercheurs qui sont de milieux et de disciplines distinctes, donc il faut vraiment qu'ils trouvent une grammaire commune pour se parler et cetera. Donc ça met beaucoup de temps et puis c'est pas forcément à moi d'en parler, mais en tout cas, nous, d'une certaine manière, on était volontaires pour, participer à, cette série d'expériences
pour voir en fait l'impact de ces milieux sur notre corps, notre psyché, nos émotions. Bon, moi, très clairement, moi je l'ai vu de façon empirique sur moi, ça m'a complètement transformé. Enfin, Oui. en tout cas, 2 ans plus tard, je le vois vraiment dans ma vie. Dès le premier retour. Dès le premier retour, c'était peut-être un peu tôt pour le dire parce que j'étais tellement dans le projet et dans la projection du deuxième milieu que, si tu veux, dans ma tête, moi, j'étais en mission. Fallait vraiment que j'aille au bout. Et donc, Mais tu avais vu quand même des gens abandonnés, donc ouais. forcément, tu t'étais posé des questions. Pas Alors vraiment. pour moi, c'était pas une option. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, je sais aussi la façon dont je me suis construit. L'abandon, c'était pas une option. C'était, j'étais en mission, quoi. Donc, fallait que j'aille au bout. D'abord parce que c'était un engagement tel de préparation en amont. Ensuite parce que c'est une nature. Ensuite parce que aussi, dans mon histoire familiale, abandonner, ça veut dire, tu vois, dans les T'aurais été jugé, tu crois? non, je pensais juste que, je pense qu'il y a quelque chose qui traîne dans mon histoire familiale qui est lié, au conflit, à la guerre, au Vietnam et donc abandonner, c'est aussi, possiblement, perdre la vie, quoi. Donc je le comprends a posteriori, mais sur le coup, tu vois, moi, on m'a beaucoup inculqué cette dimension que, tu pas le droit d'abandonner. Par contre, ce que j'ai compris récemment, tu vois, c'est que, c'est possible de s'abandonner et il y a quelque chose de peut-être plus grand que soi dans ces milieux-là, c'est exactement ce que j'ai réussi à faire. Et je crois que c'est aussi quand même une belle vertu, la persévérance, dans les courses de fond, d'ultra-fond que tu accompagnes aussi. On voit que parfois on croit qu'on est arrivé à ses limites et en réalité, tout au bord, il y a quelque chose de notre potentiel qui se déverrouille et ça, c'est Exactement, magnifique. exactement. Le froid t'a plus pénalisé que l'humidité et la chaleur ou Non, moi, c'est plutôt l'humidité qui m'a donc t'as commencé par le plus dur alors? ouais, peut-être aussi parce que c'était la première et que je passais, tu vois, d'un bureau à, la jungle. Le froid, bon, c'est un froid très mordant, c'est un froid qui te transperce. Voilà, enfin, quand tu restes plusieurs semaines comme ça, -30, -35, que tu dors sur des lacs gelés, on progresse en ski et en tirant une poulka. Toute notre survie dépend de nos réchauds dont on prend soin vraiment comme, la prunelle de nos yeux. Et donc, on voit des aurores boréales, tu vois la neige qui scintille sous le soleil, c'est juste magnifique. Donc, il y a cette dimension d'émerveillement qui vient compenser cette souffrance quand même liée au froid. Et moi, je me souviens quand même qu'un matin, en repliant la tente et tout, tu vois, j'ai des larmes qui viennent. C'est à la fois des larmes de froid, c'est des larmes de souffrance, c'est des larmes de fatigue, des larmes de lassitude aussi, mais en même temps, il y a cette rage au fond de moi où je me dis: «Mais ouais, je sais pourquoi je suis là, quoi et ça a du sens ce projet pour moi, je vais jusqu'au bout», et tu vois, c'est des beaux moments avec, le recul. J'y repense et c'est sûr que c'est aussi ces moments-là qui m'ont transformé. Là, il y a pas eu de solitude sur cette expérience-là? Tu as toujours été intégré dans le groupe? Toujours, on a toujours été, ouais, très, soudés et très cohérents, j'ai envie de dire. Peut-être surtout dans ce deuxième milieu où, vraiment notre survie dépend de notre efficacité collective. Alors que tu vois, dans la chaleur, on a plutôt envie d'avoir son air, d'être à l'écart. Là, dans le froid, on a Là, tendance à se se rassembler. retrouver tout seul, ça aurait été clairement mettre sa vie en danger, là? Possiblement, pas forcément en danger, mais en tout cas, c'est un peu plus sécurisant de savoir effectivement qu'il y a d'autres personnes sur qui on peut compter. Hem Et puis, l'autre chose, c'est que, tu vois, c'était une première expérience pour moi d'expédition extrême. Aujourd'hui, si je repartais, je pourrais repartir, soit en tout petit groupe avec des coéquipiers choisis, soit seul éventuellement, mais à l'époque, j'avais pas cette expérience qui me permettait. Sur les 3 expériences, tu pourrais partir tout seul ou Hem, Peut-être, moins, justement en Guyane et en Amazonie. Je trouve que la forêt, c'est un milieu particulièrement exigeant, hein. Alors j'aime pas dire hostile, mais clairement, c'est un milieu bah, qui tu est le très dis technique. toi-même, les animaux étaient pas spécialement contents que tu viennes sur leur territoire quand même. En fait, je vais te dire pourquoi j'aime pas dire hostile, parce que ça induit déjà un état d'esprit et une posture mentale que la forêt est un danger. C'est sur la défensive. Voilà. Alors qu'en réalité, ce qui permet d'aller au bout de ce genre de projet, c'est de pas de faire corps, mais de fusionner en quelque sorte avec la beauté de cette nature, de la respecter, D'accepter sa d'accepter. domination. Absolument, de se sentir tout petit comme quand tu te sens tout petit devant un glacier, tu vois? Là, tu es carrément enveloppé par, cette forêt, par cette verticalité verte, tu vois? Qui te dépasse tellement et du coup, certains appellent ça l'enfer vert. Moi, je trouve que c'est aussi un lieu, mystique d'une certaine manière, la forêt. Et quelque part paradisiaque alors. Ouais, c'est vrai.
au sens où, ça te permet de te trouver et puis de te relier à quelque chose, encore une fois, au grand tout, quoi, j'ai envie de Mmh. dire. Donc la deuxième expérience, finnoise et puis, là encore des gens qui abandonnent. Ouais. Est-ce que tu es allé vers eux? Est-ce que tu as pris le temps d'essayer de comprendre leurs décisions? Peut-être, d'argumenter pour qu'ils, ne renoncent pas? Ou est-ce que c'était vraiment, à chacun sa décision dans l'intimité? Je crois que c'est des décisions qui sont toujours très personnelles. Bien sûr, on en a parlé avec ses coéquipiers, c'était après coup, hein, donc c'était pas dans le milieu. Bien sûr que on a essayé de les aider à bien mesurer le pour et le contre et cetera, mais c'est des décisions qui sont tellement personnelles où Mais globalement, c'était quoi les raisons, si on peut les catégoriser ou pas? ouais, alors tu vois, il y a eu des très belles raisons du type, j'ai un coéquipier, il a été recruté par la NASA, par exemple, donc bon, Oui, non, ça ça se d'accord. refuse pas. Après, il y a des gens qui, ont été, qui ont pas trouvé ce qu'ils attendaient dans ce projet. Ensuite, il y a eu des dissensions. Ensuite, il y a eu des gens aussi qui ont trouvé ça, soit trop dur, psychologiquement, soit physiquement. Donc il y a un peu une pluralité de raisons. Je pourrais pas dire, tu vois, que, ils ont tous arrêté pour telle raison. Après, ça reste quand même une minorité et globalement, c'est éminemment respectable aussi comme Oui, bien décision. sûr, Mmh. est-ce qu'il y avait un psy, dans le groupe pour, justement, Non, pas particulièrement. Enfin, il y avait une coéquipière qui avait une formation de psy, mais qui exerçait pas en tant que psy, qui a pas vraiment joué ce rôle-là, sur le terrain. Alors moi, ce qui est étonnant, c'est il y a plusieurs personnes qui m'ont un peu mis dans cette position-là, un peu de coach, plus exactement que de psy. déjà tu étais dans cette fonction-là? En fait, c'est plutôt parce qu'on a vu ça en moi que je me suis dit: «Mais si les gens voient cette posture de coach en moi, c'est que peut-être que j'ai ça, ce talent au fond». Tu le savais pas avant de partir? Pas à ce point, tu vois? Tu le conceptualisais pas? Un peu parce que j'avais une dimension managériale dans mon travail et que j'avais été un peu exposé aux outils du coaching, mais j'étais pas coach, tu vois? Et en partant sur le terrain, je savais pas que j'avais cette compétence-là et de fait, le fait qu'on me reconnaisse ça en moi, je me suis dit: «Il faut que je me forme sérieusement si les gens voient ça en moi parce que je veux le apporter cette efficacité professionnelle», tu vois? Mais Et le cette fait qu'on le aventure. reconnaisse en toi, est-ce que ça t'a incité justement à en faire plus de ce côté-là, à aller plus vers les gens, à jouer plus ce rôle-là, en fait? Bah, écoute, je l'ai fait assez naturellement. Je sais pas si je l'ai fait plus parce que on a reconnu ça en moi. J'ai l'impression que c'était assez une posture assez naturelle et qui m'est agréable et que j'aime faire ça, donc ça me demande pas beaucoup d'efforts. Reste donc la dernière, expérience, dans le désert, d'avoir gardé le désert pour la fin. Il y avait une idée sous-jacente derrière ça? Alors, je crois pas particulièrement. Il y avait peut-être, l'idée surtout, d'aller dans les milieux au moment où c'était les plus exigeants. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti en hiver dans le froid, on est parti en été dans le désert et on est parti à la saison des pluies en Amazonie. Donc, pour, corser en quelque sorte la donne. Donc, dans le Nefoud en Arabie Saoudite, on est, tu vois, au nord de l'Arabie Saoudite, il fait plus 45 degrés à l'ombre, sachant qu'il y a pas d'ombre. Donc la température avoisine plutôt les 60 degrés, tu vois? Donc c'est vraiment, très, très exigeant. C'est quel type de désert? C'est un désert extrêmement sec et aride, avec, un mélange de règles et d'ergs. Là, on tire des chariots, où on a toute notre eau et notre nourriture et on relie en fait, des puits qui sont dans le désert que connaissent, les bédouins, et on a 10 jours d'autonomie, c'est-à-dire 80 litres d'eau, 8 litres d'eau, par jour par personne pour, réhydrater notre nourriture, évidemment se boire et s'il en reste un petit peu, faire une toilette de chat. Mais c'est ça le concept. C'est un désert qui est de toute beauté, qui est très varié, où il y a finalement aussi, un peu comme au Maroc, hein, des champs de dunes à l'infini, magnifiques, sculptés par le vent. Puis, il y a des endroits qui sont, plus rocailleux, avec aussi un peu de végétation curieusement alors que c'est très sec et on se dit: «Mais même dans des endroits comme ça, il y a de la vie» et ça dit quelque C'est chose de ça la l'idée, ouais. puissance de la vie aussi et notre Mmh. force vitale intérieure. Est-ce que tu as ressenti dans ce désert, la même notion d'être minuscule vis-à-vis Mmh. d'une force supérieure, d'une immensité, qui t'écrase, quoi? Ouais.
Ouais, vraiment beaucoup. Et tu vois, j'ai vraiment réalisé pourquoi dans toutes les grandes religions, il y a un épisode qui se passe dans le désert, parce que c'est vraiment un lieu d'initiation quelque part. Tu vois, au Maroc, là, il y avait un autre guide avec moi qui accompagnait le groupe quand on s'est rencontrés là. Il me dit, mais tu sais, Nicolas, moi quand je marche dans le désert, je suis à la recherche de mon âme. Ouais. Et il y a quelque chose de cet ordre-là dans le désert, qu'on le veuille ou non, qu'on ait une composante spirituelle ou pas, en fait, on n'y échappe pas. Et surtout quand on y reste 40 jours, il y a une dimension symbolique très forte qui fait que, waouh, quand tu vois cet horizon à perte de vue, quand tu vois parfois des tempêtes de sable, tu vois, c'est des paysages à la Dune, le film, tu sais, qui te fonce dessus là avec des nuages de poussière oui, tu te sens tout petit. Tu te sens infiniment petit et du coup, moi, personnellement, c'est un sentiment que j'aime beaucoup parce que de toucher cette vulnérabilité, ça fait prendre conscience que on est poussière d'étoiles, comme disait Hubert Reeves, on n'est pas grand-chose sur cette planète et en même temps, on est quelque chose d'essentiel parce qu'on a une singularité à apporter au monde. En parlant d'essentiel, c'est vraiment l'occasion de revenir à l'essentiel, Bah oui, ouais. au strict minimum. Mmh. J'imagine, je ne sais pas comment tu es dans la vie, mais est-ce que ça a changé cette expérience, entre autres, ton mode de consommation? Ça a beaucoup changé de choses en moi et notamment, mon regard sur, cette dimension de consommation, mais j'étais déjà sensible à ces choses-là. Tu sais, on accumule beaucoup d'objets, souvent qui servent pas à grand chose, qu'on jette et cetera. On est constamment sollicité par, la publicité pour, dépenser, consommer et cetera et tu te rends compte qu'en fait l'essentiel, c'est pas du tout là et on n'a pas besoin de grand chose finalement, de quelques objets fondamentaux et en expédition, tu te rends vraiment compte à quel point chaque objet est précieux et que si tu le perds, bah, va falloir, faire avec, c'est-à-dire sans, mais que, finalement, presque tout est superflu à part quelques objets et des choses, qu'on sous-estime dans la vie de tous les jours, dans le Par exemple? confort, ben, le lien d'amour aux autres, hem, un certain alignement intérieur, le fait de savourer un coucher de soleil, un lever de soleil, de voir la beauté du monde, oui, d'être en alignement et en cohérence avec, ce qu'on veut faire de sa vie et avec le sens qu'on souhaite, incarner dans notre passage sur terre. Tout ça, on est un peu azimuté, lobotomisé par, tu vois, cette société de consommation qui a plein d'avantages aussi, de confort, hein. Mais on le paye aussi le prix fort qui est une forme de, parfois de désespérance, voire on se perd soi-même. Et donc dans le désert, curieusement, peut-être on peut se perdre géographiquement, mais on peut aussi se trouver soi-même et c'est ça que j'aime beaucoup. Et moi, je me sens vraiment privilégié d'avoir vécu ça. Du coup, c'est aussi pour ça que je souhaite emmener maintenant, que j'emmène des groupes Ouais, mais avec Nomades justement, Aventure notamment, dans le juste désert. OK, mais ces groupes-là, ils arrivent avec leurs habitudes de consommation, Ouais, ouais. ils ont des équipements Mmh. qui coûtent cher et cetera, et ils imaginent qu'ils en ont absolument un besoin Mmh. impératif. Comment tu fais, sur une courte Mmh. période, Mmh. pour, leur expliquer ça sans se les mettre à dos, quoi? Alors je je leur dis que l'inconfort fait partie de la règle du jeu d'une certaine manière et tu vois, rien que bivouaquer pour, une certaine personne, c'est, une première, c'est un inconfort et tu te rends compte ils se rendent compte au retour, là je reçois des messages encore maintenant que, bah, avoir une bouilloire, avoir une douche chaude, avoir une chaise sur laquelle tu t'assois pour manger et une table, bah, en fait, c'est un confort, fou dont on se rend absolument plus compte quand, on vit, tu vois, dans nos conforts, citadins. Une goutte d'eau surtout. Ouais, en fait, je me souviens d'un jour où on a bivouaqué près d'un puits et j'ai eu l'impression qu'ils renaissaient de leurs cendres quelque part parce qu'ils ont pu se faire une toilette de chat un peu plus, prononcée parce que voilà, l'eau, c'est aussi la purification, c'est la vie, au fond et ça, tu vois, on ouvre un robinet, il y a de l'eau qui tombe, on se pose même plus la question, on a l'impression que c'est gratuit, on respecte même plus ça et en fait, c'est surtout la beauté du monde, dont on est un peu coupé parfois quand on a une vie citadine. Très, très, entouré de béton, d'immeubles, aussi beaux soient-ils. Il y a quelque chose qui manque par rapport à cette dimension très, très essentielle de la beauté de la nature, dont on fait partie pleinement. Donc, c'est un peu dommage de pas reconnecter de temps en temps. Et la plupart des gens viennent quand même, parce qu'ils sont
ils ont envie, ils sont tentés par ce besoin de reconnexion qui passe par une déconnexion d'ailleurs, mode avion et tout ça et à chaque fois, les gens me disent: «Mais passer 8 jours en mode avion, mais quel luxe!» C'est vrai, d'éteindre son téléphone. Comment, faire, de sa vie une aventure? Petit traité de sagesse existentielle. Si tu devais, résumer ton ouvrage, heu, à 1 ou 2 phrases, tu dirais quoi? Écoute, c'est un récit de métamorphose intérieure personnelle qui, part d'un, d'un témoignage d'expédition en milieu extrême pour arriver à un récit de transformation intérieure. Et c'est ce témoignage très personnel que j'ai voulu transmettre pour, donner finalement des clés de compréhension que moi j'ai mis, 10 ans à comprendre et c'est le livre que j'aurais aimé, lire avant de partir en expédition et du coup, voilà, c'est un petit traité de sagesse existentielle au sens, où ça fait référence au petit traité sur l'immensité du monde de Sylvain Tesson et donc c'est à mi-chemin entre, les récits de voyage, le livre de développement personnel, le coaching et l'aventure intérieure au sens d'aller vers soi. L'homme que tu es devenu en quelque sorte. En quelque sorte. Merci, merci à toi. Patrick pour ton invitation. Voilà, j'espère que cet entretien vous a inspiré. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous. Alors peut-être